vieillissement est souvent associé aux pertes. Cognitives, physiques, mais aussi sociales. L'isolement. Après tout, dans le mot « retraite », il y a le mot « retrait ». Exclure les aînés sous prétexte qu'ils ne sont plus actifs? N'ont-ils pas tous et toutes contribué à bâtir la société dans laquelle nous évoluons aujourd'hui? Ces réflexions ont amené le Carrefour communautaire Montrose à initier une vaste consultation dans le quartier Rosemont à Montréal afin de reconnaître ce que les aînés ont laissé en héritage dans leur communauté et auprès des plus jeunes générations. Nous venons tous d'une famille, d'un quartier, d'une communauté. Que gardons-nous de tout cela? Et quelle empreinte laisse-t-on par la suite? Pour réaliser ce projet sur la transmission, Carole Genet, consultante en gérontologie, a collaboré avec Huguette de Bellefeuille, intervenante retraitée auprès des aînés, qui lui avait donné son tout premier emploi. Elle commence à me décrire qu'est-ce qu'elle portait depuis longtemps. Le goût qu'elle avait de faire des ateliers, de produire des ateliers dans différents secteurs de Rosemont-Petite-Patrie, puisque c'est dans Rosemont, et de questionner les gens, les aînés. Alors, on va pouvoir définir les questions pour chacun. J'ai travaillé pendant 22 ans avec des aînés dans un centre de loisirs. Ça faisait 20 ans que j'avais pris ma retraite. Fait qu'il y avait comme quelque chose qui était loin derrière moi. Tant que t'es pas rendu dans un centre comme ça, on dirait que je ne savais pas que j'étais vieille. Puis c'est pas le mot vieille qui me tape. Mais c'est quoi être vieille? On fait une recherche, comment les gens vivent, qu'est-ce qui leur arrive, où est-ce qu'ils en sont. Chaque personne est invitée à aller raconter qu'est-ce qu'ils ont vécu eux autres. Chaque vie est spéciale. Cet atelier-là, c'est le 5e qu'on se promène dans des résidences et dans des organismes où on va cueillir l'information sur les préoccupations des personnes aînées. On veut leur donner la parole pour justement connaître leur expérience, leur savoir, leur réalisation. Et en même temps, qu'est-ce qu'ils veulent aussi laisser aux autres générations. C'est ça qu'on va faire aujourd'hui ensemble et on veut laisser des traces, on veut laisser des empreintes. Alors, c'est pour ça qu'on va prendre des notes. Lors des ateliers empreintes de mes passages, nous avons entendu des centaines d'histoires de vie uniques et inspirantes. Donnons la parole à 4 de ces participants pour mieux connaître leur parcours de vie, leur passé, leur présent et leur avenir. Alors, on s'en va dans nos souvenirs. Alors, la question, ça porte sur les souvenirs. Quel est mon plus beau souvenir, mon souvenir le plus précieux? Cherchez pas trop loin. Laissez aller celui qui vient en premier. Quand tu questionnes des gens du 3e âge, puis que tu leur demandes une question comme c'est quoi votre beau souvenir que vous avez? Ça a été presque toujours des choses de leur enfance. On était dans un petit village, un village tranquille. Où moi, j'étais bien, j'étais heureux. Puis, nous autres, ce que je me rappelle, c'est qu'on chantait tout le temps, on jouait tout le temps. Il me semble qu'il faisait toujours beau. C'était assez pauvre chez nous, là. Même dans mon enfance, il était un bon bout de temps qu'on n'avait même pas l'eau courante dans la maison. Là, puis, il y avait des toilettes dehors, tout ça. Mais moi, on n'a pas rien à comparer, mais j'étais heureux, j'étais bien. Pour Louise, le souvenir le plus précieux est celui d'un long voyage, un périple loin de son enfance qui l'a ramené vers des valeurs ancrées depuis longtemps dans sa vie. Comme toutes les petites filles du Québec à l'époque, surtout après le passage d'un missionnaire dans nos classes,
probablement que plusieurs d'entre nous avons rêvé d'aller en Afrique. C'est quelque chose qui s'est perdu en cours de route. J'ai beaucoup voyagé quand même. Et puis, est arrivée cette opportunité. Je suis partie pour le Cameroun. Et je ne réalisais pas que ça allait être le début de quelque chose. Parce que l'Afrique, dans les semaines et les mois et l'année qui a suivi, est devenue comme un miroir pour moi, dans le sens que pratiquement tout de suite le lendemain ou le surlendemain, il y a eu une fête villageoise, évidemment, parce que tout le monde savait qu'il y a quelqu'un qui arrivait et le moindre prétexte, c'est « on fait une fête ». On fait une fête avec rien, mais c'est grandiose. On a notre corps, on a nos mains, on a quelques tam-tams et c'est tout ce que ça prend pour une fête. Ça me ramenait aussi à la pauvreté que j'ai connue quand j'étais enfant. En même temps, toute la débrouillardise et toute la créativité que ça peut susciter pour survivre, en fait, c'est incroyable. Et enfant, on ne se rend pas compte de ces richesses-là. C'est beaucoup plus tard et c'est quand on les retrouve tout à coup dans un autre pays. Pour d'autres, comme Marie-Jeanne, l'enfance n'a pas été une période facile. Avec le recul, toutefois, ces expériences ont assurément forgé la personne qu'elle est devenue. Dès le départ de ma vie, moi j'ai été adoptée. Et puis, le père qui m'a adoptée, il est décédé, j'avais pas 2 ans. Ma mère a eu un autre enfant tout de suite après. Puis après ça, lui, étant parti, elle s'est remariée avec quelqu'un. C'est un ancien frère des écoles catholiques. Et puis, il a abusé de nous autres. On était toutes jeunes, puis il a abusé de nous autres. C'était un dur coup. Et puis, la vie a continué. Après ça, je me suis mariée, j'avais 17 ans. Et puis, finalement, j'ai eu 2 enfants, un garçon, une fille. J'avais dit à mon mari, écoute, là, moi, là, je travaille 2 jobs, parce que je gardais mes beaux-parents. Je travaille 2 jobs, là, moi, là, pour arriver, parce qu'il n'y avait pas de pension, il n'y avait rien, eux. J'ai dit, puis toi, là, tu travailles, puis j'ai dit, là, il va y avoir quelque chose qui va changer. Soit que tu te trouves un autre job, ou que tu t'en vas. Ben, il dit, je m'en vais. Finalement, tout ça, ça m'a amené à apprendre à me débrouiller. Je vais aller travailler dans une maison privée, garder des enfants. C'était quand même... Je connaissais pas autre chose. Pour moi, c'était normal, tout ce que je vivais. Là, c'était... bon, c'est plus tard que j'ai appris que c'était pas bien, les choses que j'avais vécues. Là, on va passer à une autre question. Alors, aujourd'hui, maintenant, quelle est la réalisation dont je suis le plus fière? Souvent, les gens me disent « Oh, j'ai fait rien d'extraordinaire. » C'est pas ça qu'on veut. On veut pas savoir votre extraordinaire. On veut savoir ce que vous trouvez qui vous rend le plus fier. Je vous laisse aller pour la deuxième question. De quoi je suis fière? Moi. Et j'en ai fait des affaires. Pour toute ma gang, là. Je me rends compte comment j'étais une batailleuse. Comment j'étais une lionne pour défendre mes petits. Tout ce que j'ai fait, j'en suis fière, puis on dirait que j'ai de la misère à dire que j'en suis fière parce que j'ai fait ce qu'il y avait à faire. Puis j'avais comme décidé, moi, en me mariant, puis j'en voulais des enfants, que si j'avais des enfants, je faisais pas comme ma mère. Je les élevais pas comme toutes pareilles, parce que nous autres, on était 8 filles chez nous, puis un gars. Fait que ma mère, c'était toute... Il n'y avait pas d'oreille qui dépassait, puis il n'y avait rien qui dépassait, là, tout pareil. Puis moi, je m'étais dit, non, chacun a une personnalité. Je n'ai pas tout réussi. Mais je sais qu'un jour, j'ai une de mes filles qui m'a dit, j'ai eu 3 filles puis 4 gars.
Puis une de mes filles, elle m'a dit, regarde-nous, on est toutes pas pareilles. T'as réussi. OK. Ça prend quelqu'un d'autre pour le dire des fois. Qu'on a réussi quelque chose dont je peux être fière. Robert, de son côté, a dû affronter des démons intérieurs pour bâtir la vie à laquelle il aspirait. J'avais eu une job dans un magasin. Je rentre là le matin pour commencer mon travail. Puis le gérant, il me dit, bon, ici, ce qu'il y a de plus important, il met la main sur la caisse enregistreuse, il dit, c'est ça. Moi, là, ça a tout défait mes valeurs. Je comprenais pas rien. C'est pas comme ça que j'avais été élevé. Tout ce qu'on m'avait dit, tout ce qu'on disait, ça allait contraire à ça. Et c'est comme si il y avait quelque chose en moi qui marchait pas, là, émotivement, je n'étais pas prêt à affronter ça. Et puis j'ai commencé à prendre de l'alcool, puis j'avais un malaise, là, dans le fond, de moi, quelque chose que je comprenais pas, là, la vie. J'étais comme perdu, puis pour échapper à ce malaise-là, il y avait seulement ça que je connaissais, l'alcool. Quand je prenais une bière, j'étais tellement bien, puis moi, j'étais d'un caractère plutôt joyeux, puis là, quand j'étais avec d'autres, le plaisir des autres, c'est de me faire rire. Je riais facilement, de bon cœur, puis j'avais toujours du plaisir. Ça me libérait tellement, tu sais. Mais c'était toujours à recommencer. L'inquiétude, là. Je voyais les autres avancer dans la vie. Là. Il y en a qui s'achetaient une auto, il y en a d'autres qui avaient une blonde, il y en a d'autres qui se mariaient, puis tout ça. Mais moi, je continuais tout le temps à boire. En fin de compte, c'est seulement à l'âge de 32 ans que j'ai venu à bout d'arrêter de boire. Là. Puis là, j'étais à quelques jours ou quelques heures de me ramasser dans la rue. Là. Puis moi, à 32 ans, je pensais que tout était pas... J'avais passé tout droit là, pour toutes les bonnes choses de la vie. J'étais trop tard pour me marier, trop tard pour ci, trop tard pour tout. Là. Et puis, quand j'ai rencontré cette femme-là qui est devenue ma femme, là, c'est comme si une autre vie a commencé. Marie-Jeanne, quant à elle, a cumulé les emplois non traditionnels pour faire vivre sa famille. J'ai commencé à travailler dans des restaurants. C'était ce qui pouvait me rapporter le plus avec des enfants. Et puis, là, c'était pas quand même encore suffisant. J'ai eu, à un moment donné, un offre de travailler dans un bar. J'ai été serveuse, j'ai été barmaid. Bien, j'aimais ça. Moi, j'aimais le plaisir, là. J'étais parmi du monde le fun. Ça faisait différent. Et puis, à un moment donné, le patron m'a demandé si je voulais être doorwoman. Il dit, moi, je préfère avoir une femme. Parce qu'il dit, ça attire moins les bagarres. Fait que j'ai commencé à travailler là en 62. J'étais toujours là, mais toujours, je travaillais pas habillée comme n'importe quoi. J'étais toujours avec des belles toilettes. J'étais toujours élégante, bien coiffée. Et mon travail à moi, c'était vraiment là, de l'observation. J'étais dans mon travail. J'avais des amis assis avec moi. Mon regard se portait partout. Il fallait que je sépare les gens. Tu sais, je voyais que si j'assois eux autres là, puis les autres là, non, ça va accrocher. Mais je vous dirais, par exemple, une chose qui est assez spéciale. La première journée que j'ai travaillé comme doorwoman, bataille générale dans le club. Là, je savais pas quoi faire. J'écoute, j'ai jamais travaillé comme doorwoman, mais j'avais une chaise, je mets ça dans les airs, puis je savais pas quoi faire avec. J'avais l'intention, j'ai dit ça, on m'attaque, au moins je vais la rabattre. Mais non, c'était entre eux autres, puis j'avais rien à faire. Ça s'est arrêté finalement. Mon ami m'avait dit, laisse-toi pas faire. La première chose qu'il faut que tu fasses, c'est toi, il faut qu'il attaque. Quand tu vois qu'il t'insulte, attaque tout de suite. À un moment donné, il y en a un qui était toujours en avant, après crier pendant le spectacle.
Il s'appelait Tirouche, puis c'était un style de vendeur de légumes, là, tu sais, dans les ruelles, là. C'est ra, 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 ra. Fait qu'il était là, ra, 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 ra. Je disais, hey, Tirouche, ta boîte. Non, la vérité, ferme ta gueule. C'est ça que j'ai dit. Ça fait que, il dit, toi, là, en disant ça, j'y pogne le doigt, puis je revire ça à l'envers, je l'ai fait mettre à genoux, puis je l'ai traîné jusqu'en avant de la porte. Puis là, j'ai dit, tu crisses ton camp ici. Voyez-vous, ça a été comme ça pendant presque 8 ans que j'ai travaillé. Pour Louise, issue d'une famille modeste, sa plus grande réalisation est assurément la concrétisation d'un rêve littéraire. J'ai toujours aimé écrire, mais je ne pensais pas un jour écrire un livre. C'était les autres qui pouvaient faire ça. C'était comme quelque part là, parmi les nuages. Et malgré tout, j'en suis venue à en écrire un. Ce qui m'a beaucoup motivée, c'est que à la suite de mon séjour de 2 ans au Cameroun, auprès des peuples de la brousse, quand j'ai quitté, les femmes m'ont fait promettre d'écrire sur elles, sur leur vie, sur l'expérience que j'avais vécue là-bas. Et elles me disaient, il faut qu'elles le sachent, il faut que tu dises, il faut que tu... Et je suis revenue avec donc une promesse dans mes bagages. Le livre se termine par quelque chose qui s'est vraiment passé. J'ai la lettre des femmes avec moi que je cite à la fin du livre. C'est que en Afrique, en brousse, on touche aussi comment dire, le bout du bout de l'impuissance, comme ces gens-là. Ils arrivent aussi devant la mort, devant des enfants qui, à la naissance, ou le paludisme. Donc, on a eu recours à l'imaginaire africain. On a transcendé. Et comme, pour le moment, il n'y a pas encore les échanges comme ça devrait être, on a établi, avant de partir, un pont de lumière pour faire circuler au moins nos pensées d'échange, nos pensées de justice. C'est étonnant pour certaines personnes ici que mon livre se termine comme ça, mais pour la femme africaine, un pont de lumière, c'est quelque chose qui existe. Je me dis peut-être ici qu'un jour, j'oserai faire un petit groupe de personnes, puis dire on peut-tu écrire, puis mais faire quelque chose là, qui est de l'ordre d'entrer à l'intérieur de soi, puis regarder, pas avoir peur de parler de la mort, mais parler de tout ça avec des gens de mon âge, c'est pas si facile. On aime mieux pas voir ça. Puis parce que ça me fait rien, moi. Pourquoi que ça me fait rien? Je ne sais pas pourquoi ça me fait rien. Ah non, je le sais, c'est rien parce que petit à petit, je me suis habituée avec ça. Avec cette... Pas parce que j'ai vu beaucoup de morts, j'en ai pas vu. Oui, j'en ai vu. Ben oui. Pfiou. Puis je suis pas toute seule non plus, qui a eu des morts dans sa famille. Moi, j'ai un de mes fils qui s'est fait... Jacques, qui est un athée, on soit. Y a-tu quelqu'un qui vous manque dans votre maison? Wow! Ben oui, il est pas rentré. Il a 16 ans, il s'est fait frapper. Il était en bicyclette, il est mort. Pfiou! À peu près comme quand j'étais petite, quand il tuait des bœufs, il leur donnait un coup de masse dans le front. J'ai reçu un coup de masse dans le front.
Ma fille et moi, elle est venue me voir à la Porte Saint-Denis. Elle avait 18 ans dans le temps. J'ai eu ma fille, elle a eu un petit garçon, j'ai eu un petit-fils. Puis à l'âge de 4 ans, il a brûlé à 90 % de son corps au 3e degré. Il est toute seule avec sa mère chez eux. Moi, j'habite là, mais je suis pas là, je suis avec mon copain. Et puis, il se lève dans le milieu de la nuit, puis il y a un pyjama, puis il y a un fil qui prend son pyjama. Ça fait qu'il prend le briquet de sa mère sur le bureau, il brûle le fil de son pyjama. Puis dans ce temps-là, c'était des pyjamas en flanellette synthétique. Le pyjama a explosé. Et puis, c'était une flamme incroyable. Là, ma fille s'est réveillée quand elle l'a entendu, puis elle a vu juste ça, une flamme. L'idée qu'elle a eue, ça a été de l'abrier, puis elle l'a rentré dans la douche. Ma fille avait 2 mains brûlées, mais le petit était tout brûlé, tout son corps. Il était 1 an à l'hôpital. Il y a eu à peu près 36 opérations. Il y avait la lèvre décrochée, les oreilles. Ici, c'est ma fille. Ma fille et son petit garçon, quand il a brûlé, il avait son costume, justement, élastique, là, à ce moment-là. Ma fille a commencé à être pas mal malade, là. Elle était allée à l'hôpital et puis elle était apparemment fragile déjà du cœur. Excusez. Ça lui a fait tellement de peine à un moment donné. Je vous dirais, le petit a tombé dans le coma, là, puis le docteur est venu, puis a dit, laissez-les partir, cet enfant-là, il a tellement souffert. Brûlé 90 degrés, là, c'est tout le corps, sauf grand même dans le dos. Il n'y avait même pas assez de peau pour faire des greffes, là, je vous donne une idée. Puis le monde disait, on ne peut pas y aller, c'est trop dur à voir. Mais c'était toujours elle qui était là et moi, là. Ça fait que, à un moment donné, ben, elle rentrait à l'hôpital, elle m'appelle, elle dit, maman, je file pas bien, veux-tu venir avec moi à l'hôpital? Fait que je suis allée à l'hôpital avec elle. Puis, ils l'ont gardée. Puis son anniversaire était le 21 octobre. Elle dit, maman, j'aimerais ça, tu m'achètes un pyjama. J'ai dit, regarde, tu vas être à la table d'opération. Quand tu vas sortir, je vais l'avoir acheté. Elle n'est pas revenue. Elle n'a jamais sorti de ça. C'est sûr que ça m'émeut encore d'en parler. Mais il y a une place où je suis en paix avec ça aussi. Parce que par sa mort, il m'a sauvée. Il m'a obligée à sortir de chez moi. Plus tard, beaucoup plus tard, j'ai constaté que ça m'avait fait prendre un chemin qui est de l'ordre d'accepter de mourir moi aussi, d'accepter que la mort fait partie de la vie. Le parcours d'une vie est marqué de plusieurs deuils, comme les décès et les séparations. J'étais vraiment au bout, là. Puis j'ai dit, moi j'ai vécu en masse quand quand je buvais dans des 1,5, là, puis tout ça. Là. Puis moi, une grande maison comme ça, j'aimais ça, mais moi, aller dans un 1,5, ça me dérangeait pas. J'ai connu ça. Je le sais que le bonheur, il n'est pas dans le 1,5 ni dans la grande maison. Il est à l'intérieur de moi. Et ça, moi, j'avais fait longtemps que je vivais avec... en sachant ça pour moi, là. J'avais parlé pendant ce temps-là que peut-être j'aimerais mieux vendre. Puis là, mon ex, elle m'avait dit... Ah ben, elle dit, si on vend, on se sépare. Robert a par la suite emménagé à Montréal où il s'est créé de nouvelles amitiés au carrefour Montrose. Mais je suis arrivé là, l'accueil, tout le monde parle avec son cœur de son vécu et qu'il n'y a pas de barrière, puis tout ça. On a plus l'impression d'être avec un être humain quand on parle comme ça que quand on joue aux cartes. Quand quelqu'un va parler de lui, là, ça nous incite
aller à l'intérieur. Il me semble qu'on voit un être humain, on ne voit pas la façade d'un être humain. J'ai été écouté quand j'ai eu besoin. Les premiers temps, là, j'avais besoin quand même. Là, j'étais pas mal à fleur de peau. Je me rendais pas compte jusqu'à quel point, là, même qu'une fois, je me promenais sur la rue Masson. Puis une journée, je pense la première ou deuxième semaine que j'étais ici, il y avait un jeune homme. Puis il me regarde et il dit « Pourquoi cette grande tristesse? » Mon Dieu, ça m'a touché au cœur, là. Je n'oublierai jamais ça. Je ne réalisais pas jusqu'à quel point j'avais de la tristesse, puis ça m'a fait accepter que ce n'était pas négatif d'avoir de la tristesse, puisqu'une personne me dit ça avec tant de gentillesse. En tout cas, des choses comme ça, là, ça m'a fait, on dirait, avoir confiance en l'être humain, de me sentir bien avec des êtres humains, à vouloir donner quelque chose, parce que je trouvais que je recevais tellement. J'ai quand même 83 ans. Qu'est-ce que tu fais avec ce temps-là qui te reste? Qu'est-ce que tu vas faire si tu vas pas jouer au bingo, si tu vas pas danser? Là, tout d'un coup, ici, il y a du yoga. Ça, c'est nouveau. Puis en même temps, même ça, yoga sur chaise. On va s'asseoir, les vieilles. Mais elle est fine, le professeur est fin, puis c'est pas trop difficile. Puis le professeur nous a fait faire un tour, fait prendre par la main. J'ai pris la main de Louise. Louise avait les mains froides. Moi, j'avais chaud. Puis Louise, elle m'a dit quelque chose. Elle m'a dit, t'as les mains très chaudes. Mm-hmm. Et c'était comme moi, c'est comme, oh, est-ce qu'elle veut que je la réchauffe ou, tu sais, j'ai été comme, là, j'ai dit, selon ce que t'as besoin. Après ça, on est allé s'asseoir dans le corridor pour s'y mettre à se parler. Je me souviens encore de ton regard, Huguette, quand tu as dit mais vous écrivez. Oui. Et j'ai dit oui, j'écris. Oui. Et on ne s'est plus jamais laissé depuis ce temps-là. Puis on continue à écrire. On continue à écrire, on continue à lire. Ça a changé, je dirais, ça a changé ma vie ici, dans une maison où il y a plusieurs personnes retraitées. C'est bien, c'est un beau milieu, mais d'être capable d'avoir ce niveau de communication avec quelqu'un, à ce moment-ci de ma vie, je ne m'y attendais pas. Puis d'apprendre aussi que la difficulté qu'on avait eue toutes les deux à s'habituer à ici. Oui, oui. Puis comme tu dis, pas parce que on est bien, mais on pourrait presque dire qu'il nous manquait quelque chose. Oui, parce que quand on arrive dans une maison comme ici, avec tout ce qu'on entend, les préjugés, etc., je dirais que la première année, 18 mois, même si on est en groupe, on vit quand même un isolement quelque part. On laisse beaucoup de choses derrière. Et avec les préjugés, avec ce qu'on entend dans la société, on doit découvrir par soi-même qu'il y a encore toute une vie devant soi. J'ai la chance d'avoir un jardin. Alors effectivement, l'été, d'être dans mon jardin, c'est une passion. J'oublie le passage du temps, d'ailleurs. Les jardins ont une saison et nous en avons une aussi. Des saisons, je devrais dire. Je m'en vais quand même vers la saison finale, si on peut dire, à un moment donné, je ne sais pas quand, mais j'ai 76 ans. Alors, je regarde mon jardin et j'espère que je vais pouvoir m'abandonner autant que lui. Quand j'étais petite, là, mon père, une fois, là, il avait semé du sarrasin, puis il était en fleurs, le sarrasin, puis
Et là, il était après le rentrée dentaire, puis je trouvais que c'était de valeur de perdre les belles fleurs. Puis il m'a dit, j'avais pas compris, j'avais 8 ans à peu près. Il m'a dit, c'est pour régénérer la terre. Régénérer. C'est peut-être ça, la vie. On est rendu à la question, qu'est-ce qui est le plus important à laisser à l'autre génération? Alors, je veux juste vous mettre dans les... Est-ce que la transmission, c'est quelque chose que vous connaissez? Oui. On a tous reçu de nos parents. Les parents nous ont transmis plein de choses. Maintenant, à notre tour, que souhaitons-nous transmettre aux autres générations, à nos enfants, aux autres générations? Huguette avait un mot que j'ai tellement aimé à un moment donné, parce qu'elle disait que pour nos enfants, partir de la grande noirceur avec ce que ça représentait pour nous d'être femmes à ce moment-là, Huguette a dit, finalement, nous avons été les pentures qui ont permis à nos filles d'ouvrir des portes. J'ai dans ma chambre 3 caisses de photos. Si je sors ça, là, j'ai de la job pour longtemps. Parce que j'ai décidé que chaque photo, il y aurait des petits mots à côté. J'ai mis ça sur la table, puis j'ai fait les brassées, les ôtés, et tout d'un coup, elle est assez contente. Ils sont tous là. Il va falloir que je déleste aussi, puis que je... Oh, ça, c'est pas facile. Laquelle que je garde, puis pourquoi je la garde. Qu'est-ce que je vais faire avec? Et ça intéresse-tu les gens qui sont derrière moi, qui me suivent, là? Je le sais pas. Puis le travail qu'on a fait avec l'empreinte, là, c'est quelle empreinte je laisse? Bien, c'est ça. C'est ça, mon empreinte à moi. Qu'est-ce que je vais laisser aux autres? Bien, premièrement, l'image d'une personne qui part de rien puis qui peut s'en sortir. D'où vient cette résilience-là? Moi, je pense que ça vient justement de ma naissance, de l'abandon que j'ai reçu. Oui. De jamais abandonner. En étant abandonnée puis rejetée souvent, c'était... Non, faut que je pense, faut que j'aille, faut que je le fasse. Je peux pas laisser... Je savais même pas, je réfléchissais même pas. Ça venait naturel, c'était... Vas-y, fais quelque chose. Un jour, les premiers temps que j'étais dans les Alcooliques Anonymes, on allait, avec mon ex, on allait à la maison du père faire le meeting au hall. Et puis là, on envoyait de toutes les couleurs, là, des personnes vraiment, vraiment amochées, là. On envoyait entrer, là, après avoir passé la nuit au froid en plein hiver, les yeux, là, complètement rougis, là, c'est vraiment... Puis il y en a une fois que j'ai vu arriver, j'ai dit, ça se peut pas, ce gars-là, il va mourir, il s'en sortira jamais, c'est impossible. J'osais même pas y parler. Il était comme, peut-être comme moi j'étais, par exemple, quand je suis arrivé. Il y en a qui n'osaient pas me parler, moi, quand je suis arrivé dans le haut, parce que j'étais vraiment... Ce gars-là, je l'ai rencontré. Lui, il m'a reconnu. Moi, je ne l'ai pas reconnu. Il s'était replacé, il avait arrêté de boire, il y avait un appartement, tout ça. Puis il est venu me voir, il dit, « Je te connais, toi. » Il dit, tu t'allais à la maison du père. Je t'ai vu une fois, puis ce qui m'a aidé à m'en sortir, c'est de te voir, toi, puis ta femme ensemble. Il dit, pour moi, c'est ça qui m'a aidé.
J'ai jamais parlé. Lui, ce qu'il a vu, je sais pas, moi, si je décidais que c'est ça que je voudrais laisser aux autres, je sais pas qu'est-ce que je peux laisser aux autres, mais on sait pas. On a seulement à vivre, puis probablement qu'on laisse, peu importe, on laisse quelque chose, mais on sait pas quoi. Puis l'important, c'est pas de le savoir quoi qu'on a laissé, l'important, c'est de vivre, puis si on a laissé quelque chose, mais tant mieux. L'empreinte de mes passages parcourt dans le temps des marques durables, des traces d'hier à aujourd'hui vers demain. Se rejoindre les uns les autres, dire, écouter, entendre, manifester la vie qui nous anime encore et qui nous relie à jamais. Que pourrais-je te dire que je n'aurais point dit? Que voudrais-tu savoir de l'histoire de ma vie? Elle n'est pas compliquée, elle est à la hauteur de ce que j'ai voulu et de ce que j'ai pu. Que te ferais-je lire que je n'aurais écrit? Ces mauvais souvenirs cachés ou endormis sur une page blanche à l'encre du silence. La mémoire me flanche, est-ce une coïncidence? J'ai besoin de plus de soleil et j'ai besoin de toi. À ton âge, j'étais pareil, je ne redoutais pas le froid. Passeras-tu dans mes passages? Apprendras-tu de mes erreurs? À l'heure où la nature s'enrage, à l'heure où elle compte nos heures. Sur ce fond de musique qui semble dépasser, à peine nostalgique, je veux te raconter mes heures de plaisir, mes heures sans tourment. Moi qui faisais l'amour sans me soucier du temps, vois dans ma lenteur un signe de sagesse. Apprivoise la peur, dis-le mon vieillesse. Vois dans nos regards la douce ressemblance. Nos cœurs ont le même âge, celui de notre enfance. On ne fera plus qu'un qu'en étant tous les deux. On a tant de choses en commun, tout ce qu'il faut pour être heureux. Moi, j'aurai l'air un peu plus jeune et toi tout juste un peu plus vieux. Si on se rend à mi-chemin entre ton âge et le mien, entends ce que je n'ai pas dit, lis ce que je n'ai pas écrit. Tourne la page doucement, elle est à toi maintenant. Refais l'amour sans oublier qu'aux enfants il faut leur montrer qu'au bout du compte, ce qui nous reste, c'est quand le cœur se manifeste, que malgré les marques du temps, on n'est pas vraiment différent.